Bonjour à toutes et à tous, je suis Nicole Ewek et tu écoutes We Talk, le podcast qui transforme l'échec en réussite. Mon invité du jour, c'est Gaëlle Picard-Abézis. Bonjour Gaëlle, comment vas-tu? Très bien, je te remercie. Écoute, je suis ravie de t'avoir sur le plateau de We Talk, d'autant plus qu'on a mis quelques mois à pouvoir se caler. Est-ce que, comment tu te sens? Eh bien, écoute, quelques mois, c'est un euphémisme parce qu'en effet, nous avons discuté depuis un temps certain et je suis ravie d'être dans ces locaux aujourd'hui avec toi. Ouais, je suis ravie également. Est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs de We Talk? Rapidement, un peu plus de 20 ans d'expérience dans l'IT, Ouais. notamment dans un grand groupe que j'ai quitté au mois de juin. Et avant, une expérience dans un secteur qui n'avait rien à voir avec cela, dans le milieu de l'art contemporain et de la culture plus largement. D'accord, ok. Écoute, We Talk parle d'échecs, de réussite, et nous allons aborder justement ce moment charnière de ta carrière où tu étais au top niveau et tu as décidé de t'en aller pour voguer à des aventures entrepreneuriales. Nous allons parler de comment tu as transformé ces défis-là en opportunités pour réussir. Mais avant cela, il y a une tradition à We Talk, c'est que je présente mes invités à travers un conte que j'ai écrit rien que pour eux et dont ils sont les héros. Est-ce que tu es prêt à écouter ton conte à toi? Ah bah écoute, tu me fais une belle surprise. C'est une très bonne Je vais te surprise. dire pourquoi. Parce que je collectionne les contes anciens Oh, depuis à peu près 20 ans. oui. Donc j'ai toute une série de livres. Et notamment, je suis une fan d'Alice au Pays des Merveilles. Oh, moi, je Donc suis une ça me fan des Mille et touche une nuits, moi. particulièrement. Ah bon, écoute, tant mieux. En tout cas, j'espère que je vais te faire plaisir. Il était une fois une femme pour qui l'audace n'a jamais été une option, mais une évidence. Gaëlle Picard-Abézis naît dans une famille où l'on enseigne que les rêves n'ont ni genre ni frontières et que tout est possible à qui cultive la foi, l'ardeur et le travail. Très tôt, elle comprend que sa place n'est pas à quémander en silence, elle est à bâtir, à conquérir. Elle grandit forte de cette certitude et sait qu'il va falloir tracer sa voie, non pour plaire ni pour entrer dans un moule, mais pour écrire sa propre légende. Gaëlle, c'est la force tranquille. Elle est cette présence lumineuse qui va gravir sans fracas les montagnes de la vie professionnelle, les yeux rivés toujours vers les sommets. Après une licence en biologie et mathématiques, elle aurait pu choisir la sécurité d'une carrière scientifique, mais elle écoute cet élan intérieur qui lui murmure d'oser explorer, de créer un autre chemin. Elle s'engage donc dans l'univers du marketing et devient attachée commerciale, puis chargée de communication. Elle explore les codes de ce nouvel environnement avec l'humilité des bâtisseurs et la détermination de ceux qui ne cessent jamais d'apprendre. Très vite, elle rejoint DocaPost, la branche numérique du groupe La Poste. Échelon après échelon, elle est grandie jusqu'à devenir directrice des relations extérieures, ambassadrice d'un numérique plus humain et plus accessible. À travers son engagement, elle milite sans relâche pour une tech plus diverse et plus inclusive. Elle est convaincue que les femmes doivent prendre toute leur place dans ces métiers d'avenir. Elle fait de la parité un combat quotidien, porté avec calme et puissance. Elle pourrait s'arrêter là. Elle a la reconnaissance, elle a la stabilité, le confort d'une belle carrière. Mais lorsque ces valeurs commencent à se heurter aux mutations de l'entreprise, Gaëlle n'hésite pas. Elle choisit de rester fidèle à elle-même, elle quitte son poste et refuse de trahir ce qu'elle porte profondément. Et c'est là que commence l'épreuve. Dans un monde où les femmes de plus de 50 ans deviennent invisibles, où l'expérience est perçue comme une chaîne, Gaëlle entend encore les mots de son père. Rien n'était possible, même pour une femme. Et face à l'inconnu, elle ne cède pas à la peur et encore moins au renoncement. Elle se forme, se réinvente et choisit de s'élargir au lieu de se réduire. Là où d'autres voient un mur, elle bâtit un pont. Gaëlle se forme à l'intelligence artificielle, consciente que l'avenir appartient à ceux qui ne se ferment pas à la nouveauté, à ceux qui acceptent de redevenir débutants pour grandir encore. Car, pour elle, avoir du cran n'est pas du courage, c'est un acte de loyauté envers soi-même. Elle refuse les chaînes invisibles du doute et répond au syndrome de l'imposteur par l'excellence. À la peur, elle oppose le mouvement. Et lorsque les portes du groupe TF1 s'ouvrent pour qu'elle intervienne en tant qu'experte IA, elle sait que ce n'est pas un hasard, mais la récolte des graines semées depuis toujours, avec patience, avec conviction et avec une force que rien n'altère. Aujourd'hui encore, Gaëlle avance avec son sourire tranquille et sa détermination d'acier. Elle a cette lumière indestructible dans le regard, une lumière qui souffle à ceux qui la croisent une invitation. Va, ose, trace ton propre ciel. Car Gaëlle Picard-Abézis est de celles qui n'ont jamais cessé de croire que l'audace est plus qu'une nécessité.
Eh ben, écoute, Nicole, ça me touche énormément, même s'il y a des petites choses à changer. Alors, oui, sur mes parents, oui, sur mes engagements. Pourquoi? Parce que j'ai eu la chance de grandir au Maroc. Oui, Donc, de l'âge de 2 ans à 18 ans, un pays qui est ma Madeleine de Proust. Si je devais avoir plus des références marocaines, je dirais ma chbakia de Berada, d'accord. pour ceux qui reconnaîtront à la fois la pâtisserie et l'auteur, que j'apprécie tout particulièrement. Dans une ouverture d'esprit à l'époque, un multiculturalisme qui m'était cher et qui m'a en fait façonné. Et c'est pour ça que l'ouverture à l'autre, la prise de risque, je pense que ça vient de cette période-là, Oui, dans un Maroc exigeant, puisque là-bas, encore maintenant, les mathématiques étaient une culture d'excellence. Et moi qui aimais l'économie, en fait, je me suis dirigée vers une première scientifique. J'étais très mauvaise en physique-chimie. J'en ai mangé des cours et des cours pour aller vers cette excellence. Mais c'est vrai que ce Maroc m'a forgé de l'intérieur. Et ce multiculturalisme, je le porte aussi dans mon ADN, puisque ma grand-mère était anglaise, mon grand-père français d'origine sicilienne. Donc cette ouverture d'esprit et cette exigence, ils me l'ont appris. De mes grands-parents à mes parents. Et je dis toujours que l'instruction, c'est important, mais l'éducation est d'autant plus importante. Et je fais vraiment cette différence entre l'éducation, c'est ce qui se passe à la maison, en fait, ce que oui. nous transmettent nos parents, nos grands-parents, nos aïeux. Et l'instruction, ce sont les études. Et donc, pour toi, l'instruction, elle est au-dessus, c'est ça? Elle est plus importante que... Non, je pense que l'éducation, c'est le ciment. Oui, Le ciment. Et ce ciment te permet de grandir et aller et de choisir tes voies vers l'éducation. Et juste pour te dire, j'ai fait un bac à l'époque, bac D, biologie mathématiques. oui, Je n'ai pas fait une licence de biologie, mais comme j'étais quelqu'un qui avait déjà beaucoup de tempérament à mon jeune âge, je m'étais dirigée vers une école d'art contemporain, oui. parce que c'est toujours une de mes passions. Mais je me suis très vite rendu compte que dans ce milieu-là, en tout cas à mon âge et à l'époque, si on n'est pas la fille d'eux ou la femme d'eux, c'est très compliqué De se faire sa place. de faire sa place en France. Et donc, j'ai conseillé de m'orienter vers d'autres voies. D'accord. Alors, à WeTalk, on parle d'échec. Quelle est ta définition de l'échec? C'est compliqué parce qu'il y a l'échec qu'on vit personnellement et l'échec, le regard des autres sur l'échec. Oui, Il faut savoir, en tout cas je le conçois comme ça, qu'en France, on n'a pas la même gestion du risque que dans les milieux anglo-saxons. c'est certain. Et comme j'ai énormément d'amis qui sont à l'étranger, en fait, mes échecs ne sont pas leurs échecs, la vision de leurs échecs. Donc, te donner une définition, c'est très compliqué. Et je trouve qu'au contraire, lorsqu'on a un genou à terre et qu'on sait se relever, c'est une force et ce n'est pas un échec. Je suis tout à fait d'accord. Non, mais j'imagine une situation où on a vécu quelque chose de très difficile et on se sent complètement effondré, on est exsangue de l'effort qu'on a fourni et qu'on se dit on ne peut pas se relever. Mais et qu'il y a toujours finalement ce je ne sais quoi qui fait que on se relève et qu'on continue d'espérer, de croire. Exactement. Et pour tout te dire, tu as évoqué un conte, moi depuis que je suis toute petite, je suis aussi une grande fan de Jean de La Fontaine. Mhm. Et j'ai une de ces fables, en fait, qui m'accompagne professionnellement, qui est la fable du roseau et du chêne, ou du chêne et du roseau, je ne sais plus dans quel sens il est. De toujours se dire que oui, c'est important d'être un chêne, un roc, mais à un moment donné aussi d'être une petite feuille ou autre qui sait s'adapter, qui sait rebondir, etc. Donc il faut savoir dans la vie être l'un ou l'autre. Et dans les moments difficiles, et je vous le conseille si vous ne connaissez pas cette fable, de la lire, en fait, ça apaise et ça se permet de dire qu'il n'y a pas un chemin, il y a des chemins détournés, en fait, il y a des cailloux sur le chemin. Et ça, malheureusement, je trouve qu'on ne nous l'apprend pas jeune. On ne nous l'apprend pas quand on fait des études, on nous projette pas dans le monde de l'entreprise. Et j'ai été, et je le suis encore, mentor de jeunes, parce que moi, à l'âge de 25-30 ans, j'aurais aimé avoir un mentor. Et je pense que l'expérience qu'une
que les jeunes doivent être accompagnés à tout âge finalement, parce qu'en effet, comme tu l'as dit, j'ai fait mes 50 ans l'année dernière. Oui. Et c'est l'année dernière que j'ai fait cette bascule, parce que dans ma tête, je l'avais depuis longtemps. Mais l'âge faisant, je me suis dit, si tu le fais pas maintenant, tu le feras jamais. Et je pense qu'on a aussi J'aimerais avoir l'état d'esprit de mes 50 ans, mes 30 ans. Cette confiance en soi, cette sérénité, en fait. À 30 ans, on doute. Oui. On est aussi on construit une famille, etc. À 50 ans, en fait, on a une certaine liberté, une certaine confiance qui font que... What else? Waouh. Mais en fait, tu nous redéfinis un petit peu, tu sais, notre vision, notre perspective de la maturité, de l'âge que l'on prend. On est dans une société qui promeut encore beaucoup trop l'eugénisme, comme si être jeune éternellement, en tout cas, c'était physiquement, ou en tout cas, peu importe, comme si c'était le Saint Graal, alors qu'au final, prendre parfois aussi de l'âge, ça permet aussi simplement de prendre du recul aussi sur ses propres expériences et aussi de s'assumer. Ça me fait penser à un post LinkedIn que j'ai lu ce matin où quelqu'un disait, mais moi, depuis que j'ai 50 ans, je m'assume, je suis qui je suis. Et je me suis dit, mais c'est vrai que moi, j'en ai 42. Bah, je me sens mieux aujourd'hui qu'à la trentaine ou à la vingtaine. Donc, ça n'a strictement rien à voir. Justement, pour rebondir, Gaëlle. Est-ce que tu me permets de Vas-y. juste citer, je ne sais plus où je l'ai lu, il y a 6 mois, mais c'était dans j'ai en fait un peu moins de 6 mois, j'étais à Londres Oui. et j'ai lu dans un magazine 50 is the new 30. Et je pense que c'est... J'y crois très fort. Voilà, juste petite parenthèse. Moi, je disais 40 is the new 30, mais je pense que c'est presque pareil. Quoique la quarantaine encore, on lutte encore avec certaines choses. Je lutte encore avec quelque chose, mais voilà, je pense qu'avec le temps et avec l'âge, il y a un lâcher prise que l'on gagne et c'est nécessaire. Justement, tu as dit il y a quelques instants que l'année dernière, c'est l'année dernière que tu as quitté Doca Oui, Post. tout à fait, en Tu étais juin. directrice des relations extérieures. Oui. Est-ce que tu peux partager, est-ce que c'est... pour quelle raison véritable tu t'en vas? C'est quoi? C'est la crise de la cinquantaine? Il y avait plusieurs raisons, certaines dont j'ai pas envie de parler et D'accord. d'autres où j'avais l'impression ça faisait presque 6 ans que j'étais sur ce poste, confort. Je maîtrisais parfaitement le sujet. Je faisais de la stratégie, de l'influence dans des écosystèmes que je connaissais bien, etc. J'avais envie de me challenger. J'avais l'impression d'être arrivée au bout d'un cycle et de me dire, bah, c'est quoi le next step? Wow. Et le next step, en fait, ma grand-mère étant anglaise, ayant vécu au Maroc jusqu'à mes 18 ans, maison de famille dans le sud de l'Espagne, voyageant énormément et aimant découvrir les autres, j'avais des velléités, en fait, d'aller sur, comment dire, de l'international, de l'européen, de l'international. Et justement, là, ce JTEX Africa, mon premier client est une ambassade étrangère, que je ne peux pas nommer, mais qui m'a fait confiance. Mon deuxième client est un client suisse. Mon troisième client va être aussi un client étranger. Le fait d'aller, en fait, au JTEX Africa, j'ai senti, comment dire, une ferveur, un engagement, une volonté et une énergie telle que je me suis dit, peut-être ce que je ne trouve plus ici, ou pas assez, ou autre, les compétences étant ce qu'elles sont, les connaissances étant ce qu'elles sont, essayons d'aller voir ailleurs, tout en sachant que ce n'est pas simple, parce que le Maroc, j'ai la chance de le connaître, d'avoir tous ces anciens amis du lycée avec qui je suis encore en contact, certains pays européens, j'ai de la chance aussi de les connaître, d'avoir des ponts déjà construits dans ces pays-là. Oui. Mais c'était aussi cette volonté d'aller explorer de nouveaux territoires et de me remettre en question. Parce que comme tu l'as dit, il est normal qu'à un certain âge, on ait un parcours atypique. Mais moi, je me suis toujours formée, auto-formée, remise en question parce que je pense que rester dans une cage, voilà, ça peut plaire à certains. Oui. Mais apprendre, continuer d'apprendre, moi, c'est plutôt ça mon ADN. Me remettre en question, prendre des risques, sortir de ma zone de confort. Oui.
Et je me rends compte avec le recul finalement que je l'ai toujours fait parce que je suis soit partie de page blanche, soit à la base j'avais une formation de management dans le milieu culturel, ce qui n'a vraiment rien à voir. Et sans arrêt, j'ai fait des 180 degrés, en fait, professionnellement, parce que soit j'étais arrivée au bout d'un bout et que je me disais qu'il fallait que j'évolue vers autre chose. En fait, là, ce que j'entends, c'est que c'est finalement quelque chose qui fait partie de ton toi intrinsèque et qu'au final, partir l'année dernière, alors que d'autres femmes dans la même situation se seraient dit, bon, bah, il me reste quoi, 15, 16 ans avant la retraite, je serre les dents, je reste jusqu'au bout. Toi, tu... Mais on m'a souvent dit ah, quel courage de partir. Oui, Et pour moi, c'est pas du courage. Parce que je pense que tout le monde peut le faire. C'est un moment c'est une projection de se dire, bah justement, j'ai à peu près 17 ans encore à faire. Dans 5 ans, dans 10 ans, oui. tu te vois où? Ben, dans 5 ans, dans 10 ans, je me voyais dans des avions, en fait. Je me voyais aller porter la bonne parole, former, informer, accompagner dans des pays qui font que, voilà, pour tout te dire, j'ai fait 7 ans d'arabe quand j'étais petite et là, je vais m'y remettre parce que je me suis rendu compte que je comprenais que j'avais du mal, en fait, le vocabulaire avait du mal à revenir. L'anglais, je m'y suis remise sur la partie technique. Et pour tout te dire aussi sur l'IA, parce que l'IA, ça fait à peu près une dizaine d'années que je travaille dans le monde de l'IA, mais plus en stratégie, positionnement, etc. Et là, j'ai décidé de remettre les mains dans le cambouis, de 2 façons. Oui. Euh, excuse-moi, je vais te couper. Est-ce que tu ne doutes pas parfois? Est-ce que tout ça, tous ces mouvements-là ne te font pas, tu te dis pas, ça va dans tous les sens, j'ai le sentiment de recommencer à chaque fois, est-ce que je bâtis vraiment quelque chose? Est-ce que tu doutes? Alors, je doute énormément et j'ai Oui. la chance d'avoir à la maison un époux et un fils qui me boostent en fait. Quand je n'ai pas le moral, mon mari me dit: «Mais Gaëlle, regarde derrière toi tout ce que tu as fait. Regarde d'où tu viens et regarde ce que tu es en train de semer». Et mon fils de 19 ans, lui, est très, très exigeant. Il est dans l'IA aussi, il est dans la tech, il fait une formation dans la tech. Il est très, très bon. Et d'avoir la fierté de son enfant qui ne me lâche pas. Dernièrement, je me suis mis aux échecs en ligne avec lui parce qu'il m'a dit: «Maman, maintenant tu es une stratège, donc il faut que tu te formes différemment aussi». Et on joue en ligne tous les week-ends. Là, on a mis en place des marches sans portable. En Pour fait, le moment, c'est une fois par semaine parce que j'arrive pas à m'organiser plus, mais oui, pour se vider la tête ensemble. Et oui. en fait, je pense qu'on peut pas faire ça si à la maison déjà on n'est pas soutenu. Et puis j'ai la chance, je fais un clin d'œil à Anne, je fais un clin d'œil à Anan, je fais un clin d'œil à Alan, je fais un clin d'œil à Eric et d'autres, je vais pas tous les citer. J'ai là vraiment la chance d'avoir un cercle d'amis proches Oui. très très fort. C'est ma deuxième cellule. Ma première cellule, c'est ma famille. Et j'ai parlé de mes parents au début, de ma tante aussi, ma famille. Et ma deuxième cellule, c'est, comment dire, ce sont mes amis. Et ces amis-là aussi me boostent quand j'ai le moral dans les chaussettes, parce que ça m'arrive. Oui. J'ai fait des erreurs en débutant, euh, en faisant confiance, justement, et en disant, ben non, la confiance, quand on se lance, n'existe pas vraiment. Il faut toujours avoir des écrits, il faut toujours... Donc oui, je doute. Je doute énormément et je pense que quand il n'y a pas de doute, on ne se remet pas non plus en question comme il faut. D'accord. Donc peut-être que je peux paraître comme ça de l'extérieur, très sûre de moi, etc. Mais j'ai aussi une carapace qui fait que j'ai besoin aussi de me protéger Oui. parce que rien n'est facile. Mais j'ai la chance d'avoir cet environnement aussi qui me porte. Et puis la musique. Et tu as fait un saut en avant parce qu'en général, je demande à WeTalk, je dis qu'on ne se fait pas tout seul, qu'il y a des personnes bienveillantes autour de soi qui sont dit, donc je pense que tu les as un petit peu cités, effectivement, l'entourage fait partie en tout cas des facteurs clés de succès du parcours d'une vie et tu nous le rappelles si bien. Donc en tout cas, merci à toutes ces personnes qui t'accompagnent et qui font
également de toi, la femme que tu es aujourd'hui. Je t'ai coupé et je reviens un petit peu, tu disais, euh, quand tu te formes, enfin, quand tu es en mouvement, tu fonctionnes de deux manières différentes. Et là, je t'ai coupé en te parlant de est-ce que tu doutes? Est-ce que tu te souviens de là où quand tu as quitté Doca Post et qu'il fallait te former, enfin, bref. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris des parts dans une start-up en cyber parce que je voulais voir comment ça se passait de l'intérieur et que cette start-up est très challengeante. Elle avait besoin de business angel. Attends, il faut que les gens comprennent. Donc, tu quittes Doca Post, tu sais que tu dois te faire former, tu te dis je vais le faire, mais pour mieux comprendre, je m'avais prendre des parts dans une start-up. Ouais. Waouh, c'est... Donc, parce que j'aime beaucoup l'équipe dirigeante, Oui, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Ils ont un partenariat avec le CNRS et l'INRIA. oui. Donc, c'est vraiment très challengeant techniquement et j'avais besoin de voir de l'intérieur. Donc, d'abord, je fais ça. Ensuite, on vient me chercher sur un projet à l'étranger. Mais malheureusement, j'avais mis des jalons dans ma tête. Si en décembre, les signatures ne sont pas au rendez-vous comme je veux, je quitte. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, j'ai travaillé là-dessus. Et puis, très rapidement, en fait, je connais un start-up studio dont j'apprécie énormément le fondateur, qui s'appelle Nathan Bonnet. Très rapidement, je travaille avec dès le mois d'août. Donc, c'est un incubateur start-up studio en IA. Je travaille avec lui sur des projets très rapidement, mais plutôt en spectatrice, stratégie, orientation, etc. Et puis après, je mets les mains dans le cambouis. Et là, je me dis, c'est vraiment... Aujourd'hui, sur l'IA, il y a beaucoup de blabla, il y a beaucoup de PowerPoint, mais il y a des vraies choses qui se passent. Et dans les vraies choses, je vais te donner 2 cas qui sont faits justement par ce Startup Studio, par une solution qui s'appelle Polymnia. Et moi, ce qui me tient à cœur aussi, c'est les vraies choses en fait. Percher, c'est bien, mais à un moment donné, il faut revenir dans la réalité. Comment j'amène ma pierre à l'édifice dans cette société. Mhm. Polymnia, donc c'est une solution de prise de parole en public. Ils ont gagné 2 appels d'offres. Un premier appel d'offres pour accompagner les personnes en prison. Ils les accompagnent à reprendre, se réapproprier leurs paroles. D'accord. De Et quelle manière? avec un logiciel de prise de parole en public qui analyse ton vocabulaire, ta voix, ton regard, etc. et qui t'améliore là-dessus. Et avec cette solution-là, 80% en moins de récidives. Mais ça, on n'en parle nulle part. Je connaissais même pas la solution, je savais même pas que ça existait. Là, tu m'en parles. Et moi, pour justement les choses dans l'IA, c'est des vraies choses d'amélioration, etc. C'est ça qui m'intéresse. C'est pour ça qu'hier, j'intervenais aussi à Centrale avec Startup for Kids sur l'IA et les jeunes, parce qu'il y a aussi beaucoup de choses à dire. Deuxième exemple, ils accompagnent aussi Polymnia, en fait, des personnes immigrées à retrouver du travail, justement, parce que quand on maîtrise, et on le voit puisqu'on discute ensemble, quand on maîtrise notre phrasé, notre vocabulaire, etc., ça permet aussi de faire passer des idées, de mieux s'intégrer dans la société. Donc aujourd'hui, ce qui m'intéresse dans l'IA, c'est tous ces petits quick wins, comme on dit, ou tous ces cas d'usage qui vont faire qu'une société va pouvoir vendre plus, s'améliorer, qu'une personne va réussir à s'insérer, qu'un jeune va avoir confiance en lui. Et je vais donner aussi un autre exemple. Aujourd'hui, malheureusement, en France, on est aussi mauvais en anglais depuis des générations dans l'apprentissage. J'espère qu'on ne va pas l'être dans l'IA. Mais aujourd'hui, l'IA permet à des jeunes de, par exemple, se réapproprier l'anglais parce que ils n'ont pas en face d'eux l'autorité, etc., mais juste une façon de s'entraîner à la maison de façon assez intelligente, etc. D'accord. Donc, c'est ça aujourd'hui qui m'intéresse. Et donc, pour revenir à la question que tu m'as posée, en fait, je n'ai rien lâché depuis que je suis partie. Et là, dernièrement, on m'a dit « Mais pourquoi tu fais ça? Tu n'en as pas besoin. » J'ai fait une formation en ligne pour être chef de projet en IA, alors que je ne veux pas être chef de projet en IA. Mais j'avais besoin de me challenger moi-même par rapport à mes connaissances. Là, j'attends le résultat de la certification de cette semaine. Donc, il a fallu monter un projet d'entreprise lié à l'IA. Je l'ai monté dans l'art, entre des ponts, en fait, sur la culture invisibilisée et comment elle est revue avec l'IA. Et donc, voilà, parce qu'aujourd'hui, ce qui me fait le plus peur avec l'IA, c'est la perte de culture. Ce ne sont pas les biais de genre. Ce sont plutôt les biais culturels. Et donc, quand je suis partie, j'ai d'abord beaucoup voyagé.
Et j'ai notamment 2 voyages m'ont marqué. Montréal avec le centre de recherche en intelligence artificielle, le MILA, qui est le plus grand centre de recherche en intelligence artificielle. Et j'ai la chance de connaître quelques personnes, donc un clin d'œil aussi à Mélanie et à Sarah et à Gwenaëlle au Canada. Et j'ai été visiter, et là j'ai été bluffée par ce qui se passait là-bas dans ce centre. D'accord. Surtout, il y a une énergie qui est sortie de là. Et puis j'ai fait un voyage personnel au Japon de plus de 3 semaines qui m'a aussi particulièrement marquée de voir à la fois cette discipline et cette croyance dans la technologie qui fait avancer. Tout ça, ça a été fait en 6 mois. Et après, je me suis dit, what's next? Ok, tu travailles avec un super incubateur en IA. Tu as pris des parts. J'ai fait aussi un certain nombre d'autres choses. Et en fait, mi-janvier, j'ai créé ma structure en disant, on verra. Et le on verra, pour le moment, commence à bien fonctionner sur 4 verticales, toujours dans le milieu de l'IA et de la cyber. Oui. Parce que ce que je t'ai pas dit, c'est que on est venu me chercher quand je suis partie pour donner des cours dans une école d'ingénieurs en master. Je l'avais jamais fait. Je me suis dit pourquoi pas, tout en sachant que je savais que ça allait me donner beaucoup de travail de préparation et puis une exigence de se dire partager à des étudiants qui ont déjà 3 à 4 ans de cyber derrière eux. Oui. Qu'est-ce que je vais leur raconter? Et j'ai une passion toute particulière pour l'économie et l'intelligence économique. Et j'ai eu la chance, ça fait bientôt 5 ans, d'avoir passé une certification de l'Institut de hautes études de la défense en intelligence économique et stratégique. Petite parenthèse, il ne faut jamais rien lâcher, toujours se former, s'auto-former. Je vois ça. Hein? Je vois que tu continuellement, tu te formes. Et à un moment ou à un autre, finalement, ce que tu as appris à un moment te Exactement. sert. Exactement. Et donc, j'ai monté un module de 30 heures de cours en intelligence économique et géopolitique en cybersécurité. Et non seulement moi-même, j'ai appris énormément, parce qu'il y a un sujet qui me passionne, dont on parle peu, qui sont les câbles sous-marins, parce qu'aujourd'hui, seulement 2% des données sont dans le cloud, le reste, on oublie, c'est sous-mer. Ah bon? Ouais. Là, je vais repartir de ce podcast très intelligente. Et donc, pour préparer ces 30 heures de cours, j'avais bien sûr la connaissance que j'avais déjà, mais j'avais la connaissance que je n'avais pas. Oui. Donc, j'ai lu. Je suis allée me former sur des modules, etc. Et ça a été très riche, en fait, ces cours avec ces étudiants, parce qu'eux-mêmes ont augmenté par rapport à l'échange que nous avons eu ensemble. Oui. Le fait d'une certaine humilité aussi à se dire qu'on apprend en fait de nos aïeux, mais aussi des plus jeunes, sans arrêt. Et ça m'a énormément portée. J'ai fini les modules de notation la fin mars. J'ai adoré et j'y retourne après-demain, puisqu'ils font un hackathon sur la cyber dans des enjeux de géopolitique et je vais intervenir à la fin par rapport aux différents pays qui sont mis en situation. Moi, j'ai une question très basico-basique. Pourquoi tu as choisi l'IA une fois que tu quittes Locapost? Pourquoi tu décides de te former? Qu'est-ce que cette technologie représente pour toi, pour la femme engagée que tu es? Alors, j'étais déjà très touchée par les biais de genre. D'accord. Dans l'IA. Et je me suis dit... Quand tu dis des biais de genre, tu veux dire quoi exactement? En fait, je militais depuis très très longtemps, et notamment via Nova InTech, qui est un programme de Numéum, mais pas que, via une association qui s'appelle Les Singulières aussi, sur les sujets des femmes dans la tech. Oui. Je suis persuadée que si on n'a pas fait le choix, comme moi par exemple, au début, de faire une école d'ingénieur, qu'on peut se reconvertir. Et j'en suis l'exemple, puisque bac scientifique, études plutôt managériales, culturelles, et puis après, j'ai bifurqué sur d'autres voies. Et donc, dans ces secteurs de la tech, il y a très peu de femmes. Je militais de plus en plus, j'ai commencé à intervenir très tôt d'ailleurs, quand mon fils avait 8 ans, j'ai monté une association d'éveil numérique, donc ça fait il y a 11 ans, pour les enfants, à l'époque il y en avait peu, et je me rendais compte que les mamans, j'avais pratiquement que des garçons. Oui. Les mamans ne voulaient pas que leur petite fille vienne parce qu'elles allaient s'ennuyer. Sauf que
J'en avais une ou deux. Elles étaient souvent meilleures que les garçons. Et c'était les mamans qui se disaient, Oui, par défaut, que leur fille allait s'ennuyer et que les garçons, ils allaient trouver ça intéressant. voilà. Effectivement. Ça m'a toujours choqué, en fait, les biais déjà familiaux. Oui. Et il y a déjà 11 ans, beaucoup de choses se passaient au niveau des jeunes, des moins jeunes, dans le domaine de la société. L'IA existait déjà, pas l'IAG, qui a pris son envol au grand public au mois de novembre et qui a changé beaucoup de choses. Et je me rendais compte comment la société était en train de prendre un tournant dont on n'avait pas conscience. Le tournant qu'il y a eu à l'ère de Gutenberg quand on a créé l'imprimerie. Le tournant qu'il y a eu à l'ère industrielle, etc. Et je me suis dit, si tu t'appropries pas ces sujets-là, tu vas passer à côté de quelque chose. D'accord. Et autant faire, corps avec ce qui se passe dans la société. Je n'ai jamais été engagée politiquement, mais je suis une passionnée de politique. Et de voir comment les choses étaient en train de se passer, comment des pays dominants étaient en train de prendre le sujet, D'accord. comment des pays moins dominants, plus dormants, mais comment c'est à avancer. Donc, ce sont ces faits-là qui t'ont mis la puce à l'oreille. Ouais. Et tu t'es dit, Une prise de une conscience. prise de conscience, là, il faut que je m'empare du sujet également. Et tu vois, par exemple, j'ai une fascination par rapport à ce qui se passe en Afrique dont on ne parle pas. Au Nigeria, c'est fabuleux ce qui se passe au Nigeria. Comment les femmes dans la tech prennent le sujet, sont à la tête d'entreprises. Quand on dit souvent les femmes ingénieures, en fait, et là, ce n'est pas des chiffres que j'invente, les chiffres de l'OCDE, c'est qu'il y a à peu près 23% de femmes ingénieures en Europe. Au Maghreb, c'est plus de 45%. Et on n'en parle jamais. Donc je me suis dit... Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Il y a presque une parité. Parce que l'excellence des mathématiques, toujours. Et en fait, en regardant tout ça, en mettant ça à plat, comme dans une cartographie, je me suis dit que moi aussi, à mon petit niveau, mon petit grain de sable que je suis, je voulais prendre part à cela. Et pour prendre part à cela, il fallait bien sûr se former, mais pas que. J'ai contribué à des commissions dans des think tanks. J'ai contribué à des commissions à l'IHEDN. Voilà. Et en gros, ça veut dire beaucoup de travail derrière. Parce qu'il y a le travail qui nous fait vivre, le travail en tant que citoyenne, en tant que bénévole, qui nous engage, qui n'est pas le même. Et je pense que c'est ça qui a fait choisir l'IA et la cyber. La cyber, pas dans la technologie, mais comprendre pourquoi les attaques, d'où elles venaient, comment fragiliser une entreprise pour la racheter, pour la faire tomber, comment fragiliser des États, les deepfakes. Et l'enjeu, en fait, d'aujourd'hui, et on n'en a pas totalement confiance, ça va être la guerre informationnelle. Oui. Par l'image, par la voix, tout est possible. Et si on n'a pas cette maîtrise de ce qui se passe, des enjeux, et petit à petit, en fait, depuis l'année dernière, je suis rentrée dans la technologie. J'ai vu ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas, les blabla. Et ça aussi, il est important d'avoir une bonne vue d'ensemble pour pouvoir ensuite et en parler et agir et accompagner des projets d'entreprise. Voilà. Wow, tu m'as mis une claque là. Je me dis, j'ai appris plein de trucs en même pas 5 minutes. Mais dis-moi, est-ce que c'est parce que tu étais à la tête, enfin, tu étais directrice à DocaPost, que tu as eu toutes ces ouvertures dans toutes ces structures, des think tanks et compagnie, ou est-ce que c'est toi, au gré de tes rencontres, que tu t'es créé un réseau pour pouvoir avoir accès à ce type de milieu, que c'est pas donné à tout le monde de pouvoir... Ouais. Alors, il y a eu les deux. Oui. En effet, pour DocaPost, je l'ai représenté dans un certain nombre d'écosystèmes. Et puis, il y a l'humain. L'humain, pourquoi ? Alors, le digital, c'est bien, mais pour moi, la pierre angulaire, c'est l'humain. L'humain fait que des rencontres provoquent des rencontres. Il y a des synchronicités, des hasards qui n'en sont pas. Donc, j'ai eu ça. Et puis après, je me suis intéressée à d'autres environnements. Oui. Et j'ai rencontré d'autres personnes. Donc, on va dire que ça a eu un effet qui se coule. Les deux ensemble ont fait que ça m'a ouvert à la fois des portes, des horizons, des rencontres, des sujets d'ailleurs comme le quantique, dont on parle, mais pas non plus, parce que lorsque le quantique va arriver les spécialistes disent d'ici 5 ans, ça va balayer aussi, la puissance de calcul va balayer l'IA comme elle est aujourd'hui. C'est quoi le... Vas-y, explique-nous tout en avant-première, 5 ans avant. J'ai la chance donc de connaître
des visionnaires qui sont à la tête de structures ou qui participent à des structures. Le quantique, ce sont des nouvelles méthodes de calcul Oui. qui vont être possibles, en fait. C'est de la recherche appliquée en mathématiques très, très poussée. Et, et ça va être une puissance de feu, en fait. On va dire qu'aujourd'hui, on est seulement au premier étage de la fusée. D'accord. Et c'est pour ça que les gens ont besoin, monsieur, madame, tout le monde a besoin de comprendre comment l'IA fait qu'aujourd'hui, quand il va regarder un film sur Netflix, finalement, on lui propose toujours la même chose, puisqu'il y a des algorithmes derrière. Tout à fait. Moi, à la maison, Netflix, c'est un peu fou, parce qu'on est 3 à regarder des choses complètement différentes. Donc, en fait, il sait pas quel biais choisir pour proposer des sujets. Des fois, quand je le mets, que je me lève très tôt le matin pour voir un film, parce que je sais que ça ne va ni plaire à mon mari ni à mon fils, il me propose un film coréen ou japonais. Alors là, je devine que mon fils est passé juste avant moi. Donc, c'est assez rigolo et assez flippant de voir justement aujourd'hui comment tous ces algorithmes nous tracent, nous suivent. Et j'avais besoin aussi de comprendre tout ça. J'avais besoin de... Parce que finalement, c'est une boîte noire. Oui. Quand on prompte, par exemple, aujourd'hui, ce qu'on met, le fameux input, ce qu'on écrit pour prompter, en ressort la qualité de ce qui va en sortir, le output. Mais finalement, au sein de cette boîte noire, on ne sait pas trop ce qui s'y passe. Non, on a donné une information, mais elle va où? Elle va où et comment elle est traitée, etc. Oui, et comment elle est traitée. Et je vais te donner un exemple. Là, quand je faisais un post, justement, en rentrant du GTEx Africa, et j'avais besoin d'une citation. Je voulais une citation inspirante. Donc, je demande d'abord un outil d'IA américain, et il me sort que des citations américaines. Je demande à un outil d'IA français, en réexpliquant le contexte, comme je l'avais expliqué dans l'autre. Et là, il me sort une citation d'un grand monsieur, Sangor, qui allait complètement dans ce qu'il fallait. Et c'est ça aussi que je me dis que nous sommes chacun, c'est comme quand nous allons au supermarché, libres de nos choix. Et là, avec l'IA, nous sommes aussi libres de choisir si nous voulons que ça soit un accompagnement ou si nous voulons maîtriser le sujet. Oui. Et je pense que chacun à son niveau, qu'il soit dans le sujet ou à côté du sujet, qu'on soit parent, qu'on soit, peu importe, étudiant, etc., nous devons être maîtres de ce que nous faisons et nous approprier cette technologie. Pour justement briser et casser les biais qui pourraient intervenir si finalement on ne s'approprie pas cet outil qui est complètement open. Il y a ça, quand c'est sur un simple film, on est orienté sur ce qu'on doit regarder. Oui. Ça pose quand même des questions. Qu'en est-il demain? Gaëlle, tu es une femme. Tu es une des personnes les plus intelligentes que j'ai rencontrées cette année. Tu es hyper calée sur des sujets. Quel est ton plus grand échec? Et qu'est-ce que ça t'a appris? Mon plus grand échec, je pense que c'est de ne m'être pas fait confiance quand j'avais 30 ans. Dis-moi en plus. Comme j'avais un parcours un peu atypique, bac scientifique, études culturelles, etc., j'ai eu l'opportunité de partir à l'étranger. Je ne l'ai pas fait parce que je n'avais pas confiance en moi de partir, etc. Et je me suis rendu compte, j'ai beaucoup discuté avec des femmes qui sont parties à l'étranger et qui sont revenues. Ou des femmes... je pense, malheureusement, qu'en Europe, et particulièrement en France, on a beaucoup de cailloux dans la chaussure. Si on ne coche pas un certain nombre de cases, si on n'est pas sorti de certaines écoles, etc., quand on a des parcours un peu atypiques, quand on est soi-même atypique, etc., c'est très compliqué de faire un chemin. Même si j'ai fait un très beau chemin chez DocaPost, j'ai discuté avec beaucoup de femmes qui sont parties à l'étranger tôt et qui ont eu des parcours incroyables parce qu'on fait confiance plus facilement. D'accord. Parce qu'on n'a pas besoin de sortir de telle école, de sortir de tel milieu, de telle famille, etc. pour y arriver. Et tu penses que si tu avais été à l'étranger, tu aurais une meilleure carrière? Pas ça, mais peut-être, sûrement. Mais surtout, ce que j'aime à l'étranger, c'est l'ouverture d'esprit. Alors, malheureusement, je vais faire une référence américaine, le I have a dream. Je pense qu'on devrait se dire, sortie des études et tout ça, le I have a dream, aller jusqu'au bout.
dérouler la pelote et pas se dire, bon, j'ai les injonctions, j'ai pris un crédit de maison, j'ai ci, j'ai ça, etc. Il faut savoir sortir des clous très tôt. Mhm. Mon premier échec, je pense que c'est ça. Et le deuxième échec, c'est d'avoir douté, de ne pas se faire confiance. C'est-à-dire que quand on a des idées en tête, j'ai fait ce changement à 50 ans, mais j'y pensais déjà à 40 ans. Donc, en principe, ce que tu vis aujourd'hui, si tu avais eu, si tu t'étais sentie plus courageuse, tu l'aurais fait Ouais. 10 ans plus tôt. Je pense que j'avais pas assez. Je sais pas si c'est confiance en soi ou autre chose, mais de se dire, c'est vrai qu'on est rentré dans une routine, la routine familiale. On a le crédit, on est dans son plan-plan, le crédit de sa maison, son enfant qui est en bas âge, qui grandit, on l'accompagne, etc. Et nous, les femmes, on se pose beaucoup de questions, peut-être trop. Et le fait de se dire, ben non, toutes ces questions, c'est pas grave, de toute façon. Il y a des risques, bien sûr, mais ce sont des risques maîtrisés. Oui. Si ça fonctionne pas, c'est pas grave, on ira ailleurs, on fera autre chose. Et ça, c'est ce que je me dis aujourd'hui. Si ça ne fonctionne pas, c'est pas grave, il y aura d'autres portes qui vont s'ouvrir, etc. Mais à l'époque, je gérais moins le c'est pas grave. Un problème de lâcher prise. Ouais, je pense. Ouais. Et ça a été. Je me dis, voilà, peut-être que si tu l'avais fait il y a 10 ans, peut-être que. Et ça, c'est un échec Moi, je conseille à tout le monde, et spécialement aux femmes, de se faire confiance, de se lâcher prise. Et quand on a cette petite voix là qui nous raconte, qui voilà, enlever le Le soliloque, là, qui est ouais, là. celui-là là, le petit Le singe petit qui est là, ou démon. le petit perroquet. Allez, dégage et fais-toi confiance et vas-y. Et c'est ça que j'aimerais dire à toutes les femmes. En Oui. plus, on a la chance aujourd'hui d'avoir comment dire, des associations incroyables qui accompagnent sur toute la chaîne. En fait, qui accompagnent seulement pour faire du networking, qui accompagnent si on veut créer une structure, si on veut changer de poste, si on veut monter dans les sphères, etc. Tout existe aujourd'hui, ce qui n'existait pas il y a 20 ou 30 ans. Oui. Donc profitons, allons taper aux portes, allons... si on n'est pas confiante, allons chercher de la confiance, du mentoring, tout ce genre de choses existe. Donc voilà, je pense que mes 2 échecs, c'était ça, c'était l'international à un moment donné. Et mon mari, d'ailleurs, me l'avait proposé il y a quelques années, parce qu'il avait, très tôt, quand on s'est rencontrés, il avait de la famille au Canada. Et voilà, je ne suis pas partie. Et ensuite, il y a une dizaine d'années, je me disais que je voulais aussi partir sur des projets internationaux. Je ne l'ai pas fait. Donc maintenant, nous allons voir justement ce que cette année et l'année qui vient, ces 2 années vont me proposer, mais les propositions sont intéressantes. Mais en tout cas, on va peut-être dire aussi que maintenant, tu es peut-être plus mature aussi et que c'était le bon moment. On ne sait pas. On ne saura jamais, mais en tout cas, les portes semblent s'ouvrir, les choses semblent s'aligner tout naturellement et tu vas très naturellement également vers elles. Tu les saisis, tu saisis les opportunités et tu sais comment rebondir en cas d'adversité. Et justement, pour parler d'adversité, je vais le redire, on ne se fait pas tout seul. Et il y a des détracteurs sur nos chemins. Il y a des personnes qui savent nous pousser, mais nous pousser, et finalement, ça nous challenge plutôt bien. Quelle est la situation la plus challengeante dans laquelle des détracteurs t'ont mise et de laquelle tu te disais, ça va être compliqué de s'en sortir? Il y en a tellement que je ne saurais laquelle choisir, mais je sais pas. Je sais pas te dire là tout de suite. J'ai tellement de cas de figure. Les détracteurs, peut-être, c'est que les gens te renvoient le fait tu n'as pas fait d'école d'ingénieur. Comment tu peux parler d'IA? On t'a renvoyé ça, toi? D'accord. Ouais. Oui, je n'ai pas fait d'école d'ingénieur. Avec tout le bagage que tu Ouais. as, on a quand même encore pris le Ouais. temps de te dire, tu n'as pas fait d'école d'ingénieur. Et so what? Waouh. C'est très français comme Ouais. C'est manière à la de fois, penser. c'est très blessant, mais de me dire, mais finalement, autour de moi, il y a tellement de gens qui n'ont pas fait d'école d'ingénieur, qui ont des parcours incroyables. Et c'était plus des remarques d'hommes ou de femmes ou peu importe? Les deux. D'accord. Je pense que certaines femmes qui arrivent à certains postes avec des codes masculins
peuvent être beaucoup plus destructrices que certains hommes. Et j'ai la chance d'avoir autour de moi énormément d'hommes alliés, en fait, qui m'appuient, qui m'aident, qui m'ouvrent des portes. Donc, c'est 50-50. Et vraiment les deux, en fait. D'accord. Ok. Est-ce que tu crois en la puissance de la sororité? Oui. Et comment est-ce que ça t'a marqué dans ton parcours? Et ben alors, pour tout te dire, la personne qui a envoyé mon dossier à TF1 est une femme. Euh, Quand elle m'a dit écris-moi une bio, c'était au mois d'octobre. Je ne savais pas vraiment pourquoi. Et comme je lui fais complètement confiance, je lui ai envoyé. Mhm. Et les choses se sont mises en place. Voilà, j'ai passé les sélections. Si elle ne l'avait pas fait, je ne l'aurais pas fait moi-même. Ça, c'est un exemple. Une autre femme qui était à la tête d'une start-up, voilà, qui est de très bons conseils. Et, euh, et une femme que j'ai rencontrée, alors vraiment, vraiment, je l'ai rencontrée, en fait, on était il y a 2 ans, Oui. à une grande conférence, et on devait être 6 femmes. Et elle vient vers moi et elle me dit, on n'est pas beaucoup, hein. Je lui dis, oui, en effet. Et cette femme, elle est directrice commerciale d'un grand groupe américain. Et on se voit régulièrement, en fait. Et elle est à 1 an de la retraite, là. Et elle me dit, Gaëlle, tu as fait ce que je n'ai pas osé faire à ton âge. Et d'entendre ça de cette grande dame qui a un poste incroyable. Voilà, donc la sororité, j'y crois Oui. beaucoup. Je trouve que malheureusement, elle n'est pas assez en place. Elle n'est pas assez. J'ai pas eu durant ma carrière, beaucoup de femmes qui voilà, qui m'ont tendu Tiré, la oui, main oui. et tiré. Donc voilà, moi j'essaye de le faire à mon niveau. Et je pense qu'on pourrait être plus forts ensemble. Mais pas seulement les femmes, les personnes en difficulté parce que leur nom de famille, parce que leur milieu d'origine, parce que... Et je pense que la société serait beaucoup plus forte si on faisait corps ensemble, tous Exact. ensemble. Exact. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a encore des femmes qui ont du mal à tendre la main à d'autres, comme ça, à ton avis? Je ne sais pas. J'ai du mal à... J'essaye de comprendre. J'ai du mal à comprendre. Je pense que c'est une forme d'éducation, une forme de... Ça a été dur pour elles. Donc elles ont envie de rester seules là où elles sont. Oui. Mais la roue tourne. Oui, la roue tourne. Et puis, les choses changent à une vitesse. Justement, je vais te demander, dans ce parcours qui est le tien, il y a souvent une personne providence. C'est-à-dire que c'est la personne qui croit en nous. C'est comme ça que je le définis, hein. Et cette personne croit en nous envers et contre tout. Et cette personne nous ouvre la porte là où personne ne l'aurait fait. Parce que il ou elle voit le potentiel que l'on a et se dit, je vais lui donner sa chance. Et il n'attend rien en retour, mais il sait qu'il participe à quelque chose, ou en tout cas qu'il participe à l'écriture de la légende personnelle, de ta légende personnelle. Est-ce que tu as une personne comme ça dans ta tête, en mémoire, et qui est-elle? Et c'est le moment de lui dire merci. Alors, je te propose qu'on se revoie dans 1 an, parce que je suis en train de le vivre. Ah! Oh, ça me donne presque le frisson. Sur un projet qui est bien engagé Oui. et qui est un peu incroyable. Une personne que je connaissais depuis plus de 15 ans. Et j'étais là quand lui était en difficulté il y a 15 ans. Ok. Alors qu'il n'y avait personne, plus personne. Presque 15 ans, non, je veux dire peut-être 12 ans. Et aujourd'hui, en effet, je travaille sur plusieurs projets. Oui. Je travaille un peu en mode entonnoir. Je teste beaucoup de choses pour ensuite, d'ici fin d'année, début d'année prochaine, rester sur 3 secteurs, 3 sujets principaux. Et lui est revenu vers moi au mois de décembre. Il m'a dit, Gaëlle, j'aimerais qu'on travaille sur ce sujet. Non, j'en ai pas les compétences. Il est revenu encore 2-3 fois à la charge. Il m'a fait sortir vraiment encore plus de ma zone de confort, encore plus de l'IA et tout ce qu'on a raconté là. Et là, on est en train d'avancer. Comme disent certains mektoubs, j'ai pas envie d'en parler. Oui. Mais dans 1 an, on en reparlera parce que c'est bien engagé. Et
voilà, il y a souvent ce qu'on appelle la synchronicité. Là, je pense à mon ami Hicham, qui est un copain de classe, de seconde et de première, qui croit beaucoup aux rencontres, mais aussi aux chiffres, mais aussi à toutes ces choses-là qui sont sur notre route. Et si on n'est pas sensible à ça, à ce petit papillon qui va se poser à un endroit, etc. Et je trouve qu'aujourd'hui, on est devenu un peu tellement... alors, j'aime pas cette image-là, mais robotique, en fait. Oui. On manque de sensibilité aux autres, à ces fameuses mains tendues, que comment dire... moi, je suis devenue très à l'écoute de cette synchronicité, de ces rencontres qui sont à des hasards sans en être, comme la nôtre, par exemple, des réseaux sociaux, un appel téléphonique Oui. ou une rencontre, parce j'ai été beaucoup sollicitée pour des podcasts. C'est la première fois que j'en fais. J'ai jamais Ah, mais voulu je les me faire. sens honorée. Hein. On en On en avait parlé, oui. avait parlé. Oui, tout à fait. Parce que je suis quelqu'un qui est assez réservé. J'aime pas en général, voilà, me confier, etc. Mais oui, cette personne-là, et je pense que la confiance qu'on a en soi reflète la confiance qu'on a dans les autres aussi. Il y a eu d'autres personnes, mais celle-là, en ce moment, elle me vient particulièrement en tête parce que je le vis. Oui. Donc voilà. Tu as parlé pendant l'interview et ce sera mon avant-dernière question, du fait que quand tu as commencé ta carrière, tu aurais aimé avoir des mentors, un mentor. Mhm. Et on en a discuté en off, c'est qu'on apprend aux jeunes à avoir des diplômes, mais on ne leur apprend pas les codes pour rentrer en entreprise. Toi, quel est le conseil que tu donnerais à un jeune aujourd'hui qui nous écoute, qui va bientôt être diplômé, avoir son master, peu importe, qui se dit « Ah tiens, super, je vais avoir mon premier CDI bientôt ». Quel est le conseil que tu lui donnes? Alors, je vais te parler de Bilal. Bilal m'a contacté il y a à peu près 5-6 mois sur LinkedIn pour intervenir à une conférence à Nanterre. Oui. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire une conférence à Nanterre sur l'international et l'IA, etc. Et en fait, ce jeune, franchement, c'est une lumière. Il est en Master 2, etc. Et j'ai beaucoup échangé avec lui. Et je lui ai dit ce que vous avez fait, contacter une personne que vous ne connaissez pas. Il n'a rien lâché jusqu'au bout, parce qu'au début, je ne voulais pas y aller. C'est ce que je conseille aux jeunes, en fait, aujourd'hui, de ne rien lâcher. Et dans le monde de l'entreprise, en effet, dans les écoles, on n'apprend pas ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'alternance, peut-être un peu trop d'ailleurs à mon goût, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui restent sur le carreau parce qu'ils n'arrivent pas à trouver leur alternance. Mais le mentor peut être un membre de la famille, un oncle, une tante, peut être un voisin, peut être une personne que l'on contacte sur les réseaux sociaux. Donc, je conseille aux jeunes d'avoir un mentor, femme, homme, peu importe, qui soit dans le même secteur d'activité ou dans un autre secteur d'activité, mais quelqu'un qui puisse l'inspirer, lui ouvrir les chakras, en fait. De lui dire, voilà ce que tu as fait là. J'ai échangé dernièrement ce matin, avec mon voisin. On s'est retrouvés, voilà, qui va aller vers un BTS communication. On s'est retrouvés au bus ensemble en venant. Et on a beaucoup échangé justement sur l'IA, sur Sora. Il veut aller dans la communication, quel type de communication, etc. Il cherche son alternance dans quel type de secteur, de ne pas rester, par exemple, 2 années d'alternance. Moi, c'est ce que je conseille dans la même structure, même normalement si c'est par 2, parce que, comment dire, il faut changer, aller à une petite société, une grande société, différents secteurs d'activité, etc. Mais je conseille aux jeunes vraiment d'enfoncer les portes, en fait, mais dans le bon sens du terme. D'accord. Et comment faire pour, justement, quand on est dans une entreprise, dans un grand groupe, on ne connaît pas les forces en présence, on ne sait pas comment se positionner, on ne sait pas Mais les jeux d'alliance. au-delà d'un grand groupe, je vais te donner un autre exemple. J'ai été pendant quelques années bénévole dans l'association Nos Quartiers ont du talent, Oui. que j'ai dû abandonner parce qu'à l'époque, je l'ai fait un certain nombre d'années, j'avais plus de bande passante. J'ai accompagné des jeunes venant de cités qui avaient fait déjà des bac+5, etc. Il leur manquait pas grand-chose. Il leur manquait les codes vestimentaires, des fois, le verbiage, un CV,
un CV bien fait, parce qu'on n'apprend pas ça non plus. Non, on n'a Ça, pas. je ne comprends pas qu'à l'école, on n'apprenne pas à faire un CV. C'est un vrai sujet, C'est un vrai sujet là, oui, vraiment. clairement. Et des fois, il ne faut pas grand-chose. Vraiment pas grand-chose. Donc, ce pas grand-chose, en fait, il faut que, au-delà, si les parents ne sont pas là, malheureusement, pour accompagner ou autre, il faut avoir la volonté. C'est vrai que c'est dur, on est jeune, mais il faut avoir la volonté de faire bouger les lignes à son niveau et de se dire, voilà, j'ai besoin d'informations parce que je veux aller dans tel secteur. Je ne sais pas comment ça se passe dans tel pays, etc. Et aller demander un conseil. Je pense que personne refusera un échange téléphonique, une rencontre autour d'un thé. Et ça, il faut que les jeunes en prennent conscience. D'où qu'il ne faut pas qu'ils hésitent à défoncer des portes. Oui. Aller taper à une porte pour dire j'ai besoin de Peu conseils. importe. Et si la porte reste fermée, parce que malheureusement, des gens ne sont pas toujours à l'écoute de ce type de démarche, ben, il y a une deuxième porte, il y a une troisième Il y en porte. aura une qui va finir par s'ouvrir. Voilà, Il faut tout être à fait. persévérant. Il faut rien lâcher. Et puis, je répète, aujourd'hui, il y a toutes ces associations qui sont là. Il y a les podcasts, il y a toutes ces vidéos sur YouTube. Il y a tellement de choses à disposition qu'on ne peut pas dire. Voilà, on pourra seulement dire je n'ai pas essayé, mais on ne peut pas dire il n'y a pas. Exact. Il faut aller chercher l'information. Si on devait retenir, tu voulais qu'on retienne une chose de ton parcours, Gaëlle, qu'est-ce que ce serait? Alors écoute, ça va être via 2 citations. Je vais les lire parce que... Tu avais ton anti-sèche? Ouais, j'avais mon anti-sèche que d'ailleurs, vous avez vu, je n'ai pas sorti. Alors, la première, c'est une référence à Saint François d'Assise, bien que je sois agnostique, mais parce qu'elle me parle énormément. Commence par faire le nécessaire, puis fais ce qui est possible de faire, et tu réaliseras l'impossible sans t'en apercevoir. Est-ce que tu peux reprendre parce que ça me parle tellement? Commence à faire ce qui... Commence par faire faire. le nécessaire, puis fais ce qui est possible de faire, et tu réaliseras l'impossible sans t'en apercevoir. Pourquoi celle-ci? Parce que je n'arrive pas à entendre le fait je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas, ben oui, si tu n'as pas essayé, tu n'arrives pas. Donc ça c'est pour moi, il faut avoir le déclic de commencer. Donc ça, c'est le premier sujet. Deuxième sujet, j'ai eu la chance de grandir en bord de mer. Je suis très attachée à l'océan. Et souvent, j'ai en tête, en fait, que je suis sur un voilier avec des vents contraires dans la brume. Je dois arriver au port, mais le port est loin et je ne le vois pas. Mais je suis quand même, je tiens la barre. Oui. Et là, c'est une citation... une belle image. Une citation, en fait, j'ai une belle citation aussi de Mark Twain, mais celle-ci, elle fait bien référence, en fait, à ce voilier. Un bateau n'est qu'un tas de bois, et dis-toi, fiston, donc fiston, malheureusement, il a écrit fiston, mais ça pourrait être fille, peu importe. Le seul fait qu'il soit, en fait, le plus important, en fait, c'est ceux qui le font naviguer. En gros, peu importe si tu es sur une barque, un radeau, un navire, le principal, c'est que tu sois à la barre. C'est magnifiquement dit. En tout cas, c'est tellement juste. Et j'ai presque envie de dire, il n'y a rien à rajouter. Tu as eu le mot de la fin. Pourquoi est-ce qu'on écouterait cet épisode, Gaëlle? Parce que c'est Nicole. Oh! Ta personnalité, je pense, le fait que on parle pas beaucoup... alors, j'aime pas le mot échec, mais on parle pas beaucoup de parcours qui ne sont pas linéaires, qui sont un peu atypiques, etc. On met souvent en avant les mêmes personnes avec les mêmes profils. Et le fait que tu donnes la parole à des gens tellement différents, et c'est ça, en fait, la richesse, c'est la diversité. Merci beaucoup pour ces mots qui me touchent, venant de toi. Tu es une femme... je t'ai demandé la connexion, comme ça, vraiment... c'était vraiment un hasard. Puis j'ai vu le profil, je fais « j'aimerais bien l'avoir sur mon podcast ». Eh bien, j'ai bien fait. J'ai bien fait en tout cas, d'avoir échangé avec toi et de t'avoir aujourd'hui parce que je suis convaincue que toutes les personnes qui vont écouter ce que tu as dit, ils en ressortiront plus grands. Merci beaucoup, Gaëlle, pour ta présence aujourd'hui.
Merci pour la sincérité de tes mots. Donc, je vais rendre l'antenne et donc me rediriger vers la caméra. Merci d'avoir écouté. Si vous avez aimé cet épisode, bien sûr, partagez-le, commentez. Rejoignez également la communauté WeTalk sur LinkedIn, Instagram, TikTok. Et bien sûr, portez-vous bien et à très bientôt. Bye bye.